L'expérience la plus marquante, c'est concernant un jeune homme que j'ai aidé, qui s'est suicidé parce que je fais beaucoup de personnes qui se suicident. Je pense que le suicide de mon papa est un peu pour moi une sorte de mission d'ouverture à ce type de départ. Et effectivement, ce jeune homme, je l'ai eu en conférence pour sa maman et il est resté avec moi pendant 2 jours. Ça a été quelque chose de pas forcément évident à vivre, hein, honnêtement, parce qu'on sent les vibrations de la personne qui sont relativement lourdes. Et il fallait à tout prix que je rappelle sa mère pour continuer en fait ce contact qui n'avait pas été fini pendant la conférence. On ne peut pas dire que je l'ai forcément bien vécu, mais j'ai compris qu'il était encore là. Donc c'était vraiment, on va dire, la première expérience la plus belle aussi, parce que du coup, c'était vraiment, il est resté avec moi jusqu'à temps que je puisse appeler sa mère derrière et lui dire ce qu'il n'avait pas été dit lors de cette conférence en association. J'étais en perception de médiumnique. Je recevais un homme qui s'est présenté comme un militaire et qui m'a dit « on me cherche ». Je donne pas mal d'informations et une femme face à moi me lève la main et me dit « je pense que c'est mon père ». Je lui dis « mais comment ça se fait que vous pensez que c'est votre père ?» Elle me dit « parce que je n'ai jamais connu mon père ». Et en fait, plus je donnais des informations, plus elle reconnaissait son père sur lequel elle avait fait des recherches pour retrouver son père. Et là, j'étais au milieu d'une rencontre entre un père qui ne savait pas que sa fille existait et sa fille qui a toujours... Donc c'est une rencontre virtuelle, mais tellement plein d'émotions. Et ça, pour moi, ça m'a marqué et vraiment, ça restera tout au long de ma vie. Tout au début de ma médiumnité, je suis rentrée dans un magasin d'antiquités dans le Jura. Et le monsieur d'origine turque qui tenait ce magasin souffrait beaucoup du dos. Mais j'en savais rien, je ne le connaissais pas du tout. Mais j'ai senti sa mère et sa maman me disait « Oh, il a tellement mal au dos, il se fait beaucoup trop de soucis, sa femme est malade. » Alors, je ne savais pas si je devais lui dire ou pas. C'est toujours compliqué dans les débuts. Les gens qui vous ont rien demandé, est-ce qu'on va quand même les voir pour leur transmettre un message? Alors j'ai pris le risque. Je suis allée le trouver. Je lui ai dit, vous savez, je suis une médium et votre maman est là. Et cet homme a commencé à pleurer. Il s'est mis à pleurer dans son magasin et puis on a parlé de sa maman. Je lui ai transmis le message et alors après, il était si heureux, tellement libéré, quoi. C'était formidable. Ouais. En médiumnité, on me dit, tu te lèves et tu vas au cimetière du Père-Lachaise, donc tu as quelque chose à faire. Alors bon, j'avertis une amie qui habitait à côté. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit qu'il fallait que j'aille au cimetière du Père-Lachaise. Donc on arrive au cimetière du Père-Lachaise, je dis, bon, c'est peut-être sur la tombe d'Alan Kardec, et là, j'avais rien. Donc après, on se dirige, j'entends des pleurs, mais une femme qui pleurait, et j'arrive, j'avais une femme qui était affalée sur une tombe. Elle était habillée en noir, il y avait une tombe pleine de fleurs, il y avait une autre dame qui était à côté. Et j'avais une espèce de force décuplée, et j'ai employé la dame, et je dis maintenant ça suffit, vous allez arrêter de pleurer. Et elle me dit, je lui dis c'est votre mère. Alors elle me dit oui, enfin elle n'était même pas surprise de ce que je lui disais, elle me dit oui, mais elle ne m'entend pas. Je lui dis non, c'est vous qui ne l'entendez pas, parce qu'elle veut vous dire qu'elle est bien, mais vous êtes parti dans votre douleur, et vous ne voulez pas. Et l'autre dame qui était debout, elle me dit, oh là là, merci, ça fait 1 heure qu'elle est affalée, j'arrive pas du tout à la relever. J'ai ma cousine, qui attendait un petit garçon, un bébé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma tante a perdu par la mort du nourrisson, mon petit filleul, Benoît, un mois de septembre. Et ma cousine devait accoucher au mois de novembre. Et un soir, j'entends, il faut appeler Audrey. Bon, alors, je veux dire, c'est quelque chose normalement qui me vient naturellement. Les guides n'ont pas à intervenir là-dedans. Donc j'aurais occupé toujours, parce que je suis toujours très occupée, je cours partout, je leur dis oui, je vais le faire, voilà, je vais le faire. Et puis, je ne l'ai pas fait ce jour-là. Donc, le 2e jour, je entends, une fois que j'arrive à la maison, il faut que tu appelles Audrey. Chose que je ne refais pas. Sauf que le 3e jour, je n'ai pas eu le choix, c'est il faut que tu appelles Audrey. Et j'ai tellement eu mal dans mon oreille que j'ai dit, il faut vraiment que j'appelle, il doit y avoir quelque chose. Donc, j'appelle ma cousine, je lui demande si tout va bien. Elle me dit que oui, oui, que tout va bien, que le bébé grandit bien, tout va bien. Et on me dit, dans la conversation, dis-lui qu'il est fort. Vous dites. Bon. Donc je lui dis, mais t'inquiète pas, de toute façon, il est fort. Bon, je répète, sans comprendre, puis je raccroche. Et je leur dis, c'était la peine de me faire mal à l'oreille, que pour une petite conversation, on ne s'appressait pas non plus. Et ils me disent, tu vas voir. Donc je laisse faire. Et le lendemain, elle m'appelle. Quand je vois son nom, je dis, ah, il y a quand même quelque chose. Et en fait, elle m'appelle parce que dans la nuit, donc, elle a fait un accouchement en avance, on va dire. Et elle m'a dit, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que tu m'as dit qu'il était fort.
Et la plus belle chose qui se passe, c'est que ce petit est né au mois de septembre, qui était devenu dans ma famille un mois d'horreur en fait, parce que Benoît était parti. Quand mon père m'a demandé d'aller chercher des oignons dans un second jardin qui était en dehors de la maison, et je prends à parler aux herbes. Et à un moment donné, on m'a hurlé « Stop, ne bouge plus !» Et ma jambe droite est restée en l'air. J'ai regardé au sol et il y avait un piège à renard ouvert. Si je posais mon pied, je perdais mon pied. Je perdais ma cheville. Donc j'ai fermé le bâton, j'ai fermé le piège et j'ai dit « Mais qui m'a appelé ? Il n'y a personne. » C'était un chant. J'ai dit « Mais ça vient d'où ?» Donc on m'a protégé. Et à partir de ce jour-là, j'ai écouté l'au-delà. La première fois justement que je suis rentrée en contact avec un défunt, c'était ma grand-mère. J'étais en méditation totale et j'ai vu sa tête, comme je vous vois, posée juste ici. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, de magnifique et je ne m'y attendais pas du tout qu'elle vienne me voir. Et là, j'ai compris réellement que oui, ça existe vraiment. Ma grand-mère, tout au début, je lui avais expliqué que, comme je voulais bien être médium, je n'avais pas de soucis, quoique je ne savais pas trop de quoi ça révélait entièrement, mais comme elle me parlait toute la journée, un jour j'en ai eu marre, et je lui ai dit, tu sais quoi, il n'y a rien qui me prouve que ce n'est pas moi qui pense, tant que je ne te vois pas, je ne veux plus t'entendre. Donc ma grand-mère m'a accablée de chantage odieux, c'était vrai, mais à chaque fois qu'elle voulait me parler, je chantais. Je lui avais dit, il n'y a rien qui me prouve, donc je vais finir dingue. Moi, je veux te voir. On arrête de jouer. Et donc, ma grand-mère, n'étant pas d'accord, elle continue à parler, j'ai continué à chanter. Au bout d'un mois, elle en a eu marre, parce qu'elle a vu que je ne calerais pas. Et un jour, j'étais couchée, elle me dit, va dans ton salon, la lumière est allumée. Et donc, je lui dis, vu que tu es si forte que ça, et que tu passes à travers les murs, c'est pas un interrupteur qui va te faire peur. Donc, tu peux l'éteindre. Et elle me dit, si tu ne te lèves pas, tu ne dormiras pas. Comme j'ai besoin quand même de pas mal de sommeil, j'ai décidé de me lever, de ne pas faire trop la têtue. Je me suis levée. Et en fait, je l'ai vue assise sur mon canapé en chair et en os. Et là, j'ai compris. Parce que je touchais l'invisible du doigt. Par contre, quand elle a disparu, elle m'a dit, maintenant, on se remet au travail et t'arrêtes de discuter. L'expérience marquante que j'ai pu avoir, c'est l'apparition de cette grand-mère, Marie, qui m'a donné vraiment ce désir d'aller dans le parcours de la médiumnité. 2 mois après son décès, et des cadres bougeaient sur les murs, apport d'odeur de parfum aussi, et puis halo de lumière avec des caresses sur le front. Et je n'ai pas été étonné parce qu'elle est là un peu comme un relais, elle me soutient dans mon travail et elle devient effectivement un fil d'Ariane. J'étais à Paris, je me suis retrouvée par quel hasard avec le livre des esprits d'Allan Kardec. Et j'habitais Sartrouville et le mois de novembre, on n'a pas les fenêtres ouvertes, hein, n'est-ce pas, à Paris. Donc quand j'ai ouvert ce livre, j'avais les rideaux qui volaient tout seuls. Mon mari avait une galerie de peinture et on venait me donner des cadres, des photos encadrées. Et un jour, j'ai pris une photo, pour l'encadrer bien sûr, et le monsieur m'a dit « j'ai brûlé ma vie, j'étais un truand dans cette vie ». Les photos me parlaient. Ça, j'étais épouvantée quand j'ai vu cette photo, que le monsieur m'a dit ça. J'avais prédit à une jeune femme qu'elle aurait une petite fille. Et cette pauvre dame avait un fils qui était, on va dire, pas trop normal et elle souffrait énormément. Et elle rêvait d'avoir un deuxième enfant. Et moi, je lui ai dit, bien sûr, tu vas avoir une petite fille. Et elle m'a dit quand? J'ai dit, je ne sais pas. Et je croisais cette dame régulièrement dans la rue et elle m'envoyait des textos en me disant, écoute, je ne veux pas te croiser parce que je ne veux pas te dire que tu es mauvaise, mais ce que tu m'as dit, ça sera la cinglingla. Et donc, elle a eu cette petite fille 7 ans après. Je l'ai croisée dans la rue, puisqu'elle n'était plus en contact avec moi, avec ce landau. Et pour moi, ça a été un soulagement et aussi une satisfaction et évidemment de la joie. J'avais 14 ans, j'étais, ce que vous dites chez vous, au lycée ou au collège, je ne sais pas très bien. Et donc, pour épater les filles, je faisais les soi-disant lignes de la main, mais c'était ma médiumnité qui parlait. Et donc, je me fais convoquer par mon proviseur
donc préfet de discipline qu'on appelle en Belgique, et qui me dit, c'était un mec qui était monstrueux, il avait des mains énormes, et il me dit, tiens, j'ai entendu que vous étiez Madame Soleil, alors en vous montrant ma main, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, je ne peux pas vous dire grand-chose, sauf que votre femme vous trompe avec votre meilleur ami, quoi. Et là, sa tête s'est décomposée sur place, il m'a dit, sorti de mon bureau, quoi. Et puis j'ai eu confirmation par quelqu'un de très proche, c'est-à-dire mon père, qui connaissait ce monsieur, et il m'a confirmé que c'était vrai. Un jour, j'ai reçu une femme, et ça, je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est intéressante. J'ai reçu une femme, elle avait pris rendez-vous, j'ouvre la porte et puis je lui tends la main, je lui serre la main, je dis « Madame, vous venez de commettre un meurtre ». Elle me dit « Oui, je viens de tuer mon mari. Et je viens vous voir parce que je veux savoir comment ça va se dérouler après ». Et la voilà qui s'assoit en face de moi et je lui dis « Mais voilà, vous étiez parti au travail, vous êtes revenu, vous étiez en retard, vous êtes revenu et vous avez trouvé votre mari dans votre chambre, dans le lit avec sa maîtresse ». Elle me dit oui, et puis comme mon mari était convoyeur de fonds, il y avait son pétard au fond, sur une chaise. J'ai donc pris le pétard et sans réfléchir, je l'ai tué. Voilà. Et elle me dit, vous jouerez pour combien? Et dans mon oreille, on me dit, vous en aurez pour 2 ans. C'était à l'époque où le crime passionnel payait encore. 2 ans, parce que pas prémédité ni quoi que ce soit. Elle a été tellement surprise. Elle a eu 2 ans. Et quand elle est revenue 2 ans et demi après, elle revient me voir. Et elle me dit, mais vous savez, vous vous rappelez de moi? Ah, j'ai dit, madame, je ne vous ai pas oublié, surtout, je me rappelle très bien de vous. Elle me dit, oui, j'ai eu 2 ans, comme vous m'aviez dit. Et puis, si j'avais su, pour ce prix-là, j'aurais tué la maîtresse. Cette personne était venue me voir pour une question sentimentale. Elle m'a marquée parce qu'elle ne savait plus où elle en était. Ses parents parlaient d'internement. Alors c'était une personne qui avait des flashs, des clichés, une vue sur l'au-delà qu'elle ne savait nullement interpréter, qui lui faisait peur et qui chez elle générait des crises d'angoisse. Alors donc ce n'était pas du tout une question psychiatrique, mais elle devait apprendre à canaliser ses énergies. Un jour, j'ai travaillé avec un rubis de 6-7 carats, je me rappelle, ça s'appelle un sang de pigeon qui venait de Thaïlande, une pierre sublime. Ce rubis a commencé à me parler. Le rubis rouge, donc, hein, le rubis c'est une pierre rouge. Et j'ai pu voir que, la formation de cette pierre, de ce cristal au sein de la Terre, avec le cœur, le magma qui a formé ce cristal pas à pas. Il est remonté à la surface de la Terre, etc., etc. Et il m'a expliqué, carrément, il m'a montré tout son parcours de création. À la suite du décès de ma grand-mère, j'ai eu des phénomènes de dédoublement, des sorties de corps, et je me trouvais en haut de la pièce, mais en même temps dans mon corps. Donc ça a été vraiment des phénomènes perturbants à l'adolescence. Je me souviens qu'en classe, par exemple, je me retrouvais en haut de mon corps et je voyais la tête de tous les élèves. Mais j'étais quand même assise, et je me voyais assise quand même à mon bureau. Donc ça a été une période déstabilisante, où j'en ai parlé à ma maman, et nous avons été consulter un médecin qui a conclu à une dépression de l'adolescence. Et voilà. Il y avait en salle un garçon qui s'appelait Marc et qui avait acheté un vieux château. Et il est très rare en salle d'avoir en fait des personnes qui sont, généralement ce sont des aïeux ou des personnes que les personnes vivantes ont connues. Et là, carrément, le propriétaire du château, c'est-à-dire le seigneur du château, s'est présenté à moi. Il était sur son cheval et il avait des desiderata sur comment Marc devait reconstruire son château. Donc, et chaque fois que Marc revenait en salle, à chaque fois, le Seigneur venait et me disait, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, jusqu'au jour en fait où il m'a même révélé où est-ce qu'il y avait une pièce secrète. Et donc Marc est allé voir, il a trouvé la pièce secrète, et au moment en fait où cette pièce secrète s'est révélée à lui, le Seigneur lui est apparu à lui. C'était assez drôle. Il est toujours à cheval avec une épée, donc c'est rare d'avoir ce genre d'expérience.